crise des inégalités ne fait que commencer. L'IA va produire beaucoup de gilets jaunes parce que l'économie de l'IA est une économie très compliquée, où il y a une prime de plus en plus forte aux gens les mieux formés et entre nous les mieux doués. Et les écarts sont en train d'exploser parce que la demande mondiale de gilets jaunes est en train de s'effondrer sur le marché du travail et la demande mondiale de gens très qualifiés est en train d'exploser. Parce que l'IA consomme énormément de travail très qualifié. Tant qu'on n'a pas d'IA forte, il faut une quantité inouïe de cerveau pour encadrer, gérer, gouverner les IA faibles. On le voit très bien avec le RGPD. Et puis plus on met de réglementation, plus il n'y a que les gens très doués qui comprennent. Pour arriver aujourd'hui à être développeur, c'est plus compliqué qu'il y a 10 ans. Parce qu'il faut aussi être bon en droit. Il faut comprendre le RGPD en natif dans le code. C'est plus compliqué que quand on bidouillait des balises HTML il y a 15 ans. Et donc en réalité, on a une prime de plus en plus forte aux gens multidisciplinaires, aux gens les plus doués, et ça pose un énorme problème démocratique qu'on voit partout dans le monde. Les écarts augmentent dans tout le monde. Et les dernières estimations, c'est qu'on manquera en 2030 de 85 millions de premiers couteaux. Ce qui se passe et qui est très visible pour les tableaux de Courbet, et qui sont censurés par Facebook, c'est anecdotique par rapport aux opinions politiques. Courbet, ça se voit, et on sait pourquoi Courbet est censuré par Facebook. En revanche, nos opinions politiques, quand elles sont censurées, on ne les voit pas. Facebook supprime à peu près 1 million de comptes par jour. C'est bien sûr un processus automatisé. Une équipe humaine ne peut pas supprimer 1 million de comptes Facebook tous les jours. Ils en suppriment 300 millions par an. À tort ou à raison. Donc on a un problème de souveraineté, on a un problème lié à la puissance de nos entreprises, on a aussi un problème d'égalité à l'intérieur de nos sociétés. Juste un exemple sur la difficulté que nous aurons à retrouver une souveraineté. Le budget de recherche et développement d'Amazon, c'est 18 milliards de dollars. Le budget de l'INRIA, le fer de lance de la recherche en intelligence artificielle en France, c'est 230. 18 milliards, 230. Le CNRS tout entier, c'est 3,3 milliards. Comment ? Millions. Mais non, pas milliards. Hélas. 230 millions versus 18 milliards. Le budget du CNRS, c'est 3,3 milliards. Le budget total de la recherche publique en France, c'est 9 milliards. C'est-à-dire Amazon, c'est quasiment 2 fois la totalité de la recherche publique française. Le monde est ultra complexe et de plus en plus de gens pensent qu'ils le comprennent. Il y a une généralisation de l'effet de Running, vous savez, le fameux effet qui montre que moins on connaît un sujet, plus on pense qu'on le connaît. Et il est aujourd'hui généralisé. Le groupe social en France qui pense qu'il comprend le mieux le droit, et l'économie, ce sont les gilets jaunes. C'est-à-dire les non-experts sont persuadés qu'ils comprennent mieux que tout le monde. Les désillusions vont être assez fortes. 4e point, c'est comment on crée la démocratie de demain. Comment on crée la démocratie numérique. On voit bien que la régulation des grandes plateformes n'est pas simple. Et d'ailleurs, les gilets jaunes sont très largement venus de ce que Facebook a fait en toute bonne foi pour limiter les fake news et notamment la manipulation par les Russes de l'Internet américain. Ils ont changé l'algorithme et ils ont augmenté la pondération des opinions de ses amis dans un petit rayon géographique. Et ça donne les gilets jaunes, c'est-à-dire Jojo, le 53, ne reçoit plus d'informations que de ses copains gilets jaunes. Il ne reçoit plus dans sa timeline le Figaro, le machin. Il ne reçoit que de l'information locale, des gens qui pensent comme lui. Le nouvel algo de Facebook, fait pour réduire les intrusions russes, en réalité a augmenté les bubble filters et a donc généré très largement, tous les experts sont d'accord là-dessus, a augmenté la puissance des jacqueries de type gilet jaune. On voit bien qu'on est très manipulable, que notre cerveau est transparent, et notamment des caméras qui surveillent notre cerveau peuvent nous observer, c'est ce que font les Chinois, vous savez, avec les points sur les passeports, mais on voit de plus en plus qu'une IA est capable de voir des choses sur notre cerveau. C'est bien ce qui a paniqué The Economist, qui en a fait il y a quelques mois sa couverture, cette fameuse couverture nulle part pour se cacher, Nowhere to Hide, et où The Economist expliquait avec quel degré de finesse une IA est capable de déterminer notre quotient intellectuel, par exemple, sur une photo de nous, et notre sexualité, puisque la précision
des intelligences artificielles pour déterminer si on est gay ou hétéro sur une photo de nous est diabolique. Et il n'y a pas que ça. Il y a plein d'éléments cognitifs que l'on voit sur notre visage, que l'on voit sur nos mimiques, etc., etc. Notre transparence est terrible. La transparence totale, c'est bien sûr la dictature. Il ne peut pas y avoir de démocratie si nous ne pouvons pas nous cacher. Ben Gio, l'un des 3 spécialistes mondiaux de l'IA à Montréal, a cette semaine eu des propos absolument catastrophistes sur ce que la conjonction des neurosciences et de l'IA peut faire. Il a d'ailleurs déclaré que ce que la Chine faisait avec le passeport social et les points donnés et retirés par les intelligences artificielles des caméras de surveillance, 200 millions et bientôt 1 milliard, conduit à un mélange de 1984 et du meilleur des mondes. Lorsqu'on lit Laurent, lorsqu'on l'écoute, c'est une technique de rhétorique extrêmement importante, intéressante et efficace, qui consiste à donner une sorte de série de coups qui vous interpellent, qui vous secouent, et qui vous oblige à vous dire bon, il y a un moment où on arrête de les prendre les coups. Il y a un moment où on se bouge. Ou alors, ça veut dire que nos enfants, les petits-enfants, auront eu raison d'avoir honte de nous. Deuxièmement, le réflexe qu'on peut avoir en prenant un pas de recul, c'est de remettre cette énorme transformation en perspective. Et c'est la raison pour laquelle je prends une part de mon temps d'écriture à renvoyer la réflexion globale sur le rapport entre l'homme et le progrès, qui en fait, comme l'ont fait bien d'autres avant moi, est venu d'un homme politique, je crois que ça peut aussi avoir son importance, d'autant qu'à ma connaissance, c'est la première fois qu'il y a un livre où il y a un homme politique et un scientifique qui s'inscrivent dans une même approche intellectuelle sur ce sujet de l'IA. Mais je crois que ça a du sens de rappeler qu'il y a eu des grandes évolutions, des grands progrès technologiques, qui parfois se sont faits dans une échelle de temps extrêmement courte, et qui ont créé leur processus de destruction créatrice. Je citais cet exemple, entre 1879, date de la première ampoule électrique par Edison, jusqu'à 1930, vous voyez intervenir des inventions qui ont bouleversé complètement les choses. Qu'il s'agisse de l'automobile, qu'il s'agisse de l'avion, qu'il s'agisse naturellement de l'usage du pétrole, qu'il s'agisse de la pénicilline, du radium, tout autant d'éléments qui font qu'en 1930, c'est une autre planète. Et en vérité, avec des bouleversements, quand on lit les écrits de l'époque, qui sont tout aussi considérables. Et je choisis volontairement 1930 avant la Grande Dépression. Et bien entendu, chacun sait que dans l'histoire de l'humanité, d'autres grandes évolutions ont eu un impact. Premier point. Deuxième point, il est absolument capital que ce sujet, on en parle. Il ne peut plus être simplement une affaire de spécialistes. Car en réalité, si je devais d'un mot dire ce qui pour moi est le plus grand danger, c'est la rétention d'informations. Et donc l'inconscience, par une écrasante majorité de la population mondiale, que ce sujet est un sujet qui n'est pas pour demain, qui existe déjà depuis 20-30 ans, sous une forme diverse. Et donc, à mes yeux, il faut que ce soit les hommes politiques et personne d'autre qui s'emparent de ce sujet, qui le mettent sur la table, et qui, j'ai envie de vous dire, en parlent gentiment. Gentiment. L'un des grands problèmes de ce sujet, c'est qu'il génère des tensions considérables entre les sachants et les autres. Ce que Harari, dans un autre contexte, appelle les homo deus et les inutiles. Il est absolument capital pour les responsables politiques de mettre tout le monde autour de la table pour dire « Hey, ça existe, vous l'utilisez déjà, et ça n'est pas que des mauvaises nouvelles. » Donc, ce premier point est absolument essentiel. Il y a dans notre démarche commune une volonté d'être des lanceurs d'alerte et de faire un travail de vulgarisation. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs, si on voit à travers les 2 émissions qu'on a faites, l'impact. D'abord l'impact sur nos 2 plateaux. On a fait 2 plateaux de télévision, improbables. Ça peut peut-être en faire un 3e qui va être encore plus improbable dans quelques jours, s'il est confirmé. En 5 minutes, la totalité des gens qui étaient sur le plateau commençaient à vivre le truc intensément. On pouvait d'ailleurs partir tous les deux et les laisser. C'était de Lambert Wilson, comédien, en passant par un autre artiste qui était là, c'était 6 ou 7, chacun avait son avis. Il y en a un qui faut tout arrêter, comment on fait bon. Donc incontestablement, le seul fait de poser le sujet oblige à ce type d'échange, qui à mon sens est le début de ce qui doit être une approche de prise de conscience collective et ensuite de décision.